Sauf que quand je suis arrivé, forcément, vu ma couleur de peau, j'étais blanc. Alors tout de suite au début, on me prenait pour un pédophile, que ce soit les matons ou qui que ce soit. Voilà, j'étais le pédophile. La vie d'un trafiquant, c'est pas comme vous voyez à la télé. Là, on n'est pas du tout dans Gomorrah. On est très souvent tout seul. Le principe dans le trafic de stupes, c'est de moins voir les personnes. Donc il n'y a pas le temps de faire des dialogues comme dans les séries. Alors j'ai commencé dans la vidéo. Au début, j'étais caméraman réalisateur pour John Rachid. Ça remonte déjà à il y a 10 ans, c'est-à-dire à ses débuts. Je faisais les vidéos Dallas du Bled, Secret Story du Bled, MacGyver du Bled, enfin bref. On enchaînait les premiers buzz sur Internet. Alors après, je me suis désolidarisé, on va dire, un peu de John Rachid. Et je suis rentré dans le milieu du rap. Et ensuite, j'ai enchaîné sur les concerts. Et c'est là où j'ai commencé à rencontrer quelques stars, quelques têtes, un peu comme Black M, Maître Gims, le fameux Medine. Et on va dire au bout d'un an et demi, 2 ans, voilà, j'ai un peu claqué la porte au milieu de la vidéo parce que inconsciemment, je pense, ça me saoulait d'être entouré de gens qui gagnent 10 fois mon salaire. Et du coup, j'ai décidé de rentrer dans le milieu du stupéfiant. Principalement la cocaïne, vu que j'étais déjà cocaïnomane. Et je me suis lancé à fond dedans pendant environ 4-5 ans. Alors voilà, hein, la vie d'un trafiquant, c'est pas comme vous voyez à la télé. Là, on n'est pas du tout dans Gomorrah. On est très souvent tout seul. Le principe dans le trafic de stupes, c'est de moins voir les personnes. Donc il n'y a pas le temps de faire des dialogues comme dans les séries. J'avais monté une équipe de 3 groupes. Il y avait environ 4-5 personnes par groupe et on s'occupait de 3 villes différentes. Donc c'est simple, hein, je me levais à 5-6 heures du matin, j'allumais mes téléphones, je regardais un peu où ça en était avec mes divers fournisseurs. Et ensuite, je prenais le train, je m'arrêtais à la première gare. J'avais un de mes sbires qui venait et qui m'apportait tout l'argent qu'il avait pu récolter dans la ville. Et je faisais plusieurs arrêts comme ça, jusqu'à mon point de ravitaillement. Et là, après, voilà, je prenais des bonnes quantités. Et ensuite, je refaisais le trajet dans l'autre sens et je donnais ce qu'il fallait à mes dealers pour la semaine. Et après, je rentrais chez moi le soir. Et c'est là où ça se termine pas. C'est justement là où on n'a plus de vie. C'est que le soir, je devais rappeler tous mes collègues pour leur dire tous les clients qu'ils devaient voir dans la journée. Ça me prenait énormément de temps. Alors je passais largement mon temps dans le train, comme vous pouvez le voir, j'étais un blanc propre sur lui forcément, c'est beaucoup plus facile pour transporter des kilos, hein. Il n'y a aucun problème. Et ensuite la police m'est tombée dessus, hein, et j'ai été condamné à 4 ans de prison. Alors il faut savoir, hein, quand on est dans le trafic de stupes, que soit on se fait choper, soit on se fait tuer, soit on tombe complètement dans la drogue. Donc forcément, on sait que ça ne va pas durer très longtemps. On sait que ça va durer environ, allez, 3, 4, 5 ans, maximum. Je sais que j'en ai vu qui arrivaient à durer 10 ans, mais la plupart du temps, au bout de 3-4 ans, on se fait péter et c'est terminé. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter au bout d'environ 4-5 ans. J'ai senti que l'étau se resserrait, surtout que j'avais déjà été arrêté une première fois pour blanchiment d'argent. Donc je savais très bien que j'allais avoir les stupes et la gendarmerie qui allait me tomber dessus dans peu de temps. D'ailleurs, j'étais sur Clermont-Ferrand et c'était un appartement que j'avais depuis 2-3 mois, même pas. Et je voyais une voiture qui arrêtait pas de tourner. Et en fait, c'était une voiture banalisée. Et la voiture, en fait, elle s'est pris 2-3 fois le dos d'âne. Et c'est là que j'ai su que c'était pas des policiers du coin, que c'était des policiers qui venaient d'une autre ville et qui venaient pour moi. Parce que j'étais le seul trafiquant dans le coin qui était planqué à cet endroit-là et qui ne vendait pas. Donc s'ils se prenaient le dos d'âne, c'est qu'ils cherchaient quelqu'un dans le coin et qu'ils étaient sur une grosse enquête. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de partir dans une autre ville et d'ouvrir une autre boutique, récupérer un maximum d'argent et essayer d'avoir une vie respectable. Sauf que le jour de l'ouverture, levé de rideau, il y avait la police qui m'attendait. Je me suis fait arrêter, il y a eu 96 heures de garde à vue. Là, je me suis rendu compte que, en fait, ça faisait déjà 8 mois qu'ils étaient sur mon dos. Il y avait une commission rogatoire. Et j'avais beau être malin, j'avais pas vu venir que la moitié de mes revendeurs m'avaient balancé. Donc quand je me suis retrouvé devant le juge d'instruction, il y avait 8 mois d'enquête et tout le monde avait bien détaillé, avait bien tout raconté, le quotidien, les trajets en train, les liasses déposées, le nombre de liasses, le nombre de kilos, tout était détaillé. Et j'ai attendu 4 ans de passer en jugement. Et quand je suis passé au tribunal, j'étais même pas vraiment très préparé. Je me suis dit que ça allait le faire. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup plus de choses qui avaient été dites. J'ai pris 4 ans de prison, plus les 2 ans. Donc il y a eu une confusion de peine. Et après, j'ai encore attendu 2 ans. Vous imaginez comment c'est long. Et au bout de 2 ans, on m'a dit, Monsieur Desramé, la talaudière. Mais après, c'est tout à fait mérité et on n'a pas du tout à se plaindre. Quand on joue à ce genre de jeu, il faut accepter de perdre. Ceux qui se plaignent, qui pleurent de leur sort, qui disent qu'ils sont tombés sur un mauvais juge ou parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, eh bien, ils n'avaient qu'à trouver autre chose. Il faut assumer. Quand je suis arrivé en prison, je ne vais pas dire que je n'ai pas été trop choqué,
Parce qu'avec le nombre de collègues qui avaient été en prison et puis les petites histoires que j'ai eues avec des personnes qui étaient déjà en prison quand j'étais dehors, je savais déjà comment ça se passait. D'ailleurs, quand ils m'ont dit que j'allais en prison, j'étais directement arrivé avec une liasse. J'avais déjà de l'argent, j'avais préparé mes affaires, mes chaussettes, enfin tout le bordel. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Sauf que quand je suis arrivé, forcément, vu ma couleur de peau, j'étais blanc. Alors tout de suite au début, on me prenait pour un pédophile, que ce soit les matons ou qui que ce soit. Voilà, j'étais le pédophile. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a duré même pas une semaine, parce qu'après ils ont vu que j'étais trafiquant de stupéfiants. Et en plus j'avais, merci le progrès, j'avais mon article qui était sur Internet. Donc comme vous le savez, la prison c'est une vraie passoire, il y a des smartphones dans tous les sens, donc ils ont très bien pu voir l'article. Et puis le lendemain, je me rappelle, au moment de la cantine où ils m'apportent le plat, ils me disent « Ouais, on a regardé sur Internet, ouais, t'avais raison. » Je dis « Bah oui, je sais bien pourquoi je suis là. » Je veux dire, c'est pas... Après, bien sûr, il y en avait quand même que ça les énervait de voir quelqu'un comme moi qui avait pris une aussi grosse peine et qui était un vrai trafiquant de stupéfiants et pas quelqu'un qui avait vendu que 3-4 plaquettes par-ci par-là et brûlé une voiture et qui se retrouve en prison pour 6 mois après 5-6 condamnations, quoi. Alors quand on est blanc en prison, forcément, il y a une différence. Là, on n'est pas dehors ou on n'est pas, oui, il n'y a pas de couleur de peau, on est tous pareils. Non, non. Il faut savoir que, pour vous dire, en prison, il y a environ, allez, il y a 10% de blancs, 1% de jaunes. Et après, ouais, on a environ 70% d'arabes et les 15% restants, c'est des noirs. Donc c'est vrai que en tant que blanc, au début, c'est un peu compliqué. J'entendais beaucoup parler de l'islamisation des prisons, mais en fait, non, il n'y a pas d'islamisation en prison. À aucun moment, j'ai dû subir un endoctrinement de personnes musulmanes. Ça, c'est complètement faux, ça n'existe pas. Par contre, c'est vrai que l'islam, je dirais même pas par contre, l'islam est omniprésent. C'est une réalité, mais en même temps c'est normal. On a 70% de musulmans, c'est comme si vous mettez 100 Anglais dans une pièce et que vous leur dites demain vous allez tous manger des escargots. Alors pour moi la surfréquentation des Arabes en prison, c'est que les Arabes, entre 18 et 20 ans, ils ont des pressions que le blanc français pur souche n'a plus. C'est-à-dire que lui, son but à l'arabe, c'est de trouver la femme de sa vie, de trouver un travail, de faire de l'argent, illégal ou illégalement, mais son but, c'est d'avoir une femme fidèle, des enfants et de subvenir aux besoins de sa famille, comme on était en fait il y a 40 ans. Et le français d'aujourd'hui, 18-20 ans, il se pose des questions sur sa sexualité, il achète de la coke coupée à 70%, à l'arabe qui est très méchant, et puis s'il se fait arrêter, il balance tout, et puis voilà, c'est tout. Et c'est comme ça qu'on en arrive à un grand remplacement, parce que la nature, elle a peur du vide, tout simplement. Si les Français blancs, pure souche, un peu comme je suis, pensaient plus à faire des enfants et à devenir des chefs de famille, jamais la nouvelle immigration aurait pris cette place. C'est juste qu'on a délaissé ce rôle, et eux, ils l'ont repris tout simplement. Alors, il y en a des fois, ils me demandent aussi si je regrette un peu mon passé. Souvent des questions de blanc, hein. Je veux dire, tous mes collègues arabes avec qui je m'entends, ils me demandent jamais si je regrette mon passé de délinquant. Alors, est-ce que je le regrette, oui ou non? Non, 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 je le regrette pas du tout. Ça serait à refaire. Je pense que je le referais, peut-être différemment, peut-être j'essaierai de le faire un peu moins longtemps, j'essaierai de m'en mettre un peu moins dans le nez aussi peut-être. Mais non, 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 je regrette pas parce que ça fait partie de ma dynamique. J'ai toujours fait les choses rapidement, vite. Si je regrettais, ça serait plus moi.